Si vous vous trompez, est-ce que le Moyen-Orient devient soudainement plus paisible? Malheureusement, la réponse à cette question pourrait être non. En fait, les pays islamistes qui cherchent à remplacer l'Iran pourraient en réalité être plus dangereux que leurs prédécesseurs. Et ce qui les rend si problématiques, c'est qu'ils prétendent être des alliés de l'Occident, tout en cherchant à utiliser l'Occident pour prendre le contrôle du Moyen-Orient. Le pétrole, le commerce et tout ce qui va avec. Cette semaine, ils ont fait une annonce publique qui le prouve. Le 7 août, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé un accord de défense conjoint à la Mecque. L'accord stipule qu'une attaque armée contre l'un d'eux sera considérée comme une attaque contre les trois. Et à première vue, cela semble être une stratégie pour empêcher l'Iran de les attaquer. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. Vous voyez, l'Iran perd rapidement son statut de plus grande menace au Moyen-Orient. Les choses changent, et changent vite, et les bastions islamistes du Moyen-Orient veulent s'assurer que ce sont eux qui contrôleront la suite. Cet accord vise à consolider cela, mais ces pays sont dangereux et sont profondément mécontents de l'Occident. Et c'est le sous-texte de ce que signifie réellement cet accord. Bienvenue dans l'émission Miracle sur GNS TV. Voyons pourquoi c'est si important. Depuis le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran pour éliminer ses capacités nucléaires, le Golfe n'a pas cessé de brûler. Les missiles et drones iraniens ont frappé à plusieurs reprises les infrastructures pétrolières saoudiennes. Les attaques des Houthis ont paralysé le transport maritime, et la garantie de sécurité américaine qui était censée empêcher tout cela n'a pas vraiment fonctionné. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Moyen-Orient accepte aussi facilement la présence de tant de bases américaines, c'est en partie à cause de cela. Pendant des décennies, les États-Unis et ces pays ont signé des pactes garantissant que si jamais la situation s'aggravait dans la région, l'Amérique aiderait ces pays à se défendre contre les conflits. Et en échange, les États-Unis ont leur mot à dire sur ce qui se passe. C'est à cela que servaient les bases, c'est pour cela qu'elles existaient. Mais à mesure que ce conflit s'est intensifié, les pays qui accueillaient des bases américaines sont devenus les principales cibles des attaques iraniennes. L'Arabie saoudite a vu se produire des événements que la présence militaire américaine était censée empêcher, et a réalisé que dépendre entièrement de Washington ne fonctionnait plus comme stratégie. Cela n'a pas aidé que les médias se soient moqués de Trump, et le Moyen-Orient l'a bien remarqué. Alors, l'Arabie saoudite a commencé à envisager de créer de nouvelles alliances qui pourraient mieux fonctionner, afin d'empêcher l'Iran de les entraîner dans le conflit. Ils ont besoin que l'Iran soit dissuadé, et il y a de nombreuses raisons à cela. Tout d'abord, parce que l'Iran contrôle l'autre côté du détroit d'Ormuz, et qu'un cinquième du pétrole mondial transite par ce détroit. Si l'Iran peut le fermer à tout le trafic maritime, l'économie de l'Arabie saoudite est en grand danger. Elle est déjà en grande difficulté, car Vision 2030 ne se déroule pas aussi bien qu'il l'espérait. Mais elle dépend d'exportations de pétrole stables et de routes commerciales sûres, et l'Iran a compromis cela. Deuxièmement, c'est mauvais pour les affaires en général. Ils sont censés représenter la nouvelle image d'un islam sûr, un centre touristique, l'endroit où l'on veut aller. Mais ce n'est plus le cas. Ils sont attaqués, et cette image de l'avenir du Moyen-Orient n'est pas très prometteuse. Et en plus de tout cela, l'Iran est aussi le principal concurrent régional de l'Arabie saoudite. Et vous comprenez pourquoi ils veulent vraiment que l'Iran cesse d'être un problème. Mais tant que cela n'arrive pas, ils ont besoin qu'ils cessent de les attaquer. Alors, ils ont commencé à discuter avec d'autres acteurs du Moyen-Orient qui pourraient mieux dissuader l'Iran que les États-Unis ne l'ont fait pendant ce conflit. Et c'est là qu'entre en jeu cet accord avec le Pakistan et la Turquie. L'accord stipule qu'une attaque armée contre l'un de ces pays serait considérée comme une attaque contre les trois. C'est un engagement de défense mutuelle. Au-delà de cela, le texte complet n'a pas vraiment été publié, et ce que cela signifie techniquement n'est pas non plus précisé. Oui, l'attaque serait considérée comme une attaque contre les trois, mais cela obligerait-il les pays à réagir? Ce n'est pas si clair. Vous voyez, c'est astucieux, parce que cela ressemble beaucoup à l'engagement de l'OTAN auquel nous sommes habitués. L'article 5 de l'OTAN stipule qu'une attaque armée contre un membre est considérée comme une attaque contre tous, mais la deuxième phrase est la partie importante. Cela oblige les pays à réagir. L'OTAN dispose de 40 ans d'infrastructures militaires intégrées, des structures de commandement, des systèmes de renseignement, des équipements et des protocoles qui rendent l'article 5 réellement fonctionnel et crédible lorsqu'il est invoqué. Mais ce n'est pas le cas ici. Cette obligation de réagir ne fait pas partie de cet accord. C'est aussi pourquoi cet accord signifie bien plus que ses aspects techniques. Bien sûr, il sert de signal à l'Iran et au reste du monde que nous, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, sommes désormais coordonnés et que nous avons choisi notre camp. Et nous prévoyons d'utiliser la puissance de nous trois pour dissuader toute attaque contre nous. Mais il ne s'agit pas seulement de dissuasion. Les raisons de cette coopération sont bien plus larges, beaucoup plus profondes que cela. L'Iran n'est qu'un prétexte qu'ils utilisent pour légitimer tout ça. Mais nous allons détailler cela dans un instant, car d'abord, il faut comprendre pourquoi ces trois pays en particulier.
Pour l'Arabie saoudite, c'est assez clair. Avant cet accord, lorsque l'Arabie saoudite voulait négocier avec l'Iran ou prendre des décisions concernant le Moyen-Orient, elle devait tenir compte de la volonté de Washington. Les États-Unis étaient la seule véritable garantie de sécurité dont disposait l'Arabie saoudite. Donc, l'Arabie saoudite demandait la permission et se coordonnait avec Washington et devait prendre des décisions en fonction du calendrier et des priorités de Washington. C'est toujours le cas. Mais maintenant, l'Arabie saoudite a de nouveaux partenaires potentiels. La Turquie possède une armée, le Pakistan a des armes nucléaires. Si l'Arabie saoudite veut négocier avec l'Iran ou agir contre les menaces iraniennes, elle peut le faire en sachant que la Turquie et le Pakistan entrent dans l'équation, ce qui signifie que l'Arabie saoudite n'a plus besoin uniquement du soutien américain pour agir. Mais encore une fois, ce n'est qu'un prétexte. Cet accord permet à l'Arabie saoudite de s'affirmer comme la leader de la région du Golfe. En organisant cette signature à la Mecque et en réunissant les 3 États à majorité musulmane les plus puissants, l'Arabie saoudite dit au monde, en ce qui concerne la sécurité au Moyen-Orient, c'est nous qui menons la danse et c'est nous qui prenons les décisions. Nous sommes le visage de la stabilité régionale, pas l'Iran et pas Israël, et sa puissance diplomatique ainsi que son leadership régional commencent à influencer. Cela change la façon dont les autres pays perçoivent l'Arabie saoudite et la façon dont l'Arabie saoudite se perçoit elle-même. Cet accord entier comporte 2 niveaux. Le niveau des explications militaires, mais aussi le courant sous-jacent de ce que ces pays veulent projeter au monde. Et il faut y prêter attention. Cela ne veut pas dire que les États-Unis sont évincés ici. Pas du tout. En fait, il y a beaucoup de preuves que les États-Unis ont soutenu cet accord. Trump et son administration ont été explicites sur un point. Les États-Unis ne peuvent plus et ne seront plus le garant permanent de la sécurité au Moyen-Orient. Le nouveau rôle américain est ce que les stratèges appellent un intégrateur plutôt qu'un garant. Eh bien, cela signifie que les États-Unis vont fournir la technologie et le renseignement, les partenariats économiques, le soutien diplomatique à toute puissance régionale qui résout ses propres problèmes de sécurité. Au lieu que des troupes américaines défendent l'Arabie saoudite, c'est l'Arabie saoudite qui se défend elle-même avec des armes américaines, une formation américaine et le soutien des États-Unis. C'est une stratégie très risquée. Donald Trump a négocié un accord de coopération nucléaire de 30 ans avec l'Arabie saoudite, à condition que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël, ce qui constitue le levier dont ils ont besoin pour réduire un peu le risque. Washington dit, construisez votre propre architecture de sécurité, mais faites-le en accord avec nos intérêts. Avec la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, notre allié, avec le Pakistan, qui est un partenaire d'une certaine manière pour contenir l'Iran et maintenir la région alignée avec l'Occident. Les États-Unis veulent que le Moyen-Orient puisse gérer ses propres problèmes et cherchent à aider à façonner ces accords, mais sans y participer directement. Ils jouent sur le long terme, en créant une dépendance pour qu'on les écoute, mais aussi une indépendance pour ne pas avoir à s'impliquer. C'est un jeu vraiment dangereux, et c'est similaire à ce qu'ils font en Israël. Et à première vue, cela peut sembler positif. L'Arabie saoudite qui fait tomber l'Iran? Brillant. Mais hélas, ce n'est pas le cas, car c'est le choix des partenaires ici qui est intéressant. Ils ont choisi 2 alliés qui sont fondamentalement anti-occidentaux. Même si leur stratégie est plus sophistiquée que celle de l'Iran et qu'ils la dissimulent très bien, ces 2 alliés étant la Turquie et le Pakistan. La Turquie cherche à devenir le prochain leader du monde islamique. Ils n'ont pas oublié la gloire de l'époque ottomane, lorsqu'ils étaient au pouvoir, et ils veulent la retrouver, mais cette fois, ils sont plus malins. Et pour cela, ils veulent d'abord gagner en légitimité aux yeux des pays occidentaux, donc ils rejoignent l'OTAN, etc. Nous avons déjà développé ce sujet dans les épisodes précédents. Cet accord leur accorde un statut et la confirmation qu'ils feront partie du groupe qui dirigera ensuite le Moyen-Orient, capable d'assurer la véritable sécurité et l'infrastructure militaire. Ils obtiennent bien sûr aussi leur propre essor de leur industrie militaire et une liberté stratégique. Les entreprises de défense turques bénéficieront d'opportunités commerciales élargies à mesure que l'alliance se développe. La Turquie pourra également construire une structure militaire distincte de l'OTAN, qui n'est pas soumise aux procédures de vote de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, qui compte 30 autres membres. Donc, chaque fois que la Turquie veut entreprendre une action militaire ou prendre une décision, elle doit obtenir l'approbation de ses 30 autres membres. Beaucoup d'entre eux ont des priorités différentes de celles de la Turquie. Cet accord permet à la Turquie d'agir de manière indépendante quand elle le décide, sans avoir besoin de l'approbation de l'OTAN. La Turquie n'aime pas vraiment cela, mais elle n'est pas non plus prête à y renoncer, car cela lui permet d'avoir une alliance avec des pays qui sont, à la base, ses ennemis. Alors, que fait-elle? Eh bien, si la Turquie perçoit une menace et doit réagir, la Turquie peut le faire grâce à ce pacte avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, sans avoir à négocier d'abord avec ses alliés de l'OTAN. C'est une décision extrêmement dangereuse pour le monde, et tout le monde devrait y prêter attention. Nous vous avions dit que la Turquie posait problème et qu'elle comptait utiliser l'OTAN. Elle n'en fait pas vraiment partie. Et ceci en est la preuve. La Turquie a des idéologies très dangereuses, une armée énorme et la capacité de vraiment étendre les idéologies islamistes. Et c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre.
Le fait que la Turquie rejoigne cet accord, c'était pas une erreur. Et d'ailleurs, le Pakistan non plus. Le Pakistan s'intègre dans la nouvelle architecture de sécurité du Moyen-Orient, tout en étant à la fois un allié de la Chine et un partenaire des États-Unis. Le Pakistan peut désormais faire savoir à Washington qu'il est un acteur sérieux, un acteur régional utile, et ainsi amener l'administration Trump à les écouter, car ils savent que les États-Unis veulent voir leurs alliés partager le fardeau. Trump veut que les alliés règlent leurs propres problèmes au lieu de toujours demander à l'Amérique d'intervenir. Et le Pakistan peut présenter cet accord comme la preuve qu'il fait avancer la dissuasion collective régionale vis-à-vis de l'Iran. Cela leur donne un poids considérable et aussi des arguments à utiliser si la relation se refroidit ou si le Pakistan doit rappeler à Washington pourquoi il est important dans la région. Le Pakistan compte également des millions d'expatriés qui travaillent au Moyen-Orient et dépendent des emplois dans cette région. Le Moyen-Orient fournit également la majeure partie des importations d'hydrocarbures du Pakistan et cette alliance donne au Pakistan une place à la table lorsque des décisions sont prises au Moyen-Orient. Cela protège les intérêts économiques du Pakistan dans la région et montre une fois de plus qu'ils ne cherchent plus à s'allier aux plus forts. Ce sont eux les plus forts. Et dans le monde des islamistes au Moyen-Orient, la force est la chose la plus importante dont vous avez besoin, ou du moins la perception de cette force. Nous n'avons même pas mentionné que le Pakistan possède l'arme nucléaire, ce qui explique pourquoi l'Arabie saoudite veut les inclure dans l'accord. Ce pacte réunit les 3 États à majorité musulmane les plus puissants. L'Arabie saoudite, avec sa richesse, sa géographie et les sites les plus sacrés de l'islam. La Turquie, avec la 2e plus grande armée de l'OTAN et une décennie d'intervention militaire directe, prouvant qu'elle est réellement capable de déployer des troupes. Et le Pakistan, avec des armes nucléaires et une armée qui a réellement combattu dans des guerres. Ensemble, ils représentent un centre de pouvoir d'un genre nouveau dans le monde musulman, différent de tout ce qui a existé auparavant. Maintenant, quand j'ai dit 3, il y en a en réalité 4, car nous n'avons pas mentionné l'Égypte, mais ne vous inquiétez pas, elle est également en discussion pour rejoindre cet accord. Cet accord a été créé dans l'ombre de la possible chute de l'Iran. Le régime iranien est affaibli, potentiellement instable, et si les choses continuent ainsi ou si la situation change radicalement, la structure du pouvoir au Moyen-Orient est sur le point de changer. L'Arabie saoudite se prépare pour ce moment. Cela fait longtemps que ça se prépare. Selon les parties concernées, ce n'est pas du tout une nouveauté. Des discussions ont lieu depuis 2 ans, ce qui soulève la question: pourquoi maintenant, en dehors du moment opportun où l'Arabie saoudite pourrait signer un accord nucléaire avec les États-Unis? Eh bien, ce pacte envoie un message à la région. Lorsque l'influence de l'Iran diminuera, nous serons les pays qui occuperont cet espace. Nous serons ceux qui auront le pouvoir. Nous serons ceux qui compteront. L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan disent: nous sommes l'avenir du monde musulman, pas l'Iran. Nous. L'Arabie saoudite ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec l'Iran. Le régime est affaibli, mais il n'est pas encore tombé. La guerre pourrait se terminer dans 1 an ou durer encore une décennie. Les dirigeants iraniens ont formulé des exigences de plus en plus extrêmes. Ils exigent que le détroit d'Ormuz soit rouvert comme condition préalable à toute négociation de cessez-le-feu, ce qui signifie qu'ils sont prêts à maintenir le blocus indéfiniment plutôt que de négocier. Et malheureusement, ce n'est pas le comportement d'un régime qui se prépare à céder complètement. Mais l'Arabie saoudite ne se contente pas de se protéger contre l'effondrement de l'Iran. Il se prépare aussi à la possibilité que l'Iran survive et que cela devienne une impasse à long terme. Alors que le pacte de la Mecque est conçu comme un moyen de dissuasion militaire, des efforts sont menés en parallèle pour réduire totalement la dépendance de l'Arabie saoudite au détroit d'Ormuz. Et quand nous disons l'Arabie saoudite, nous parlons du Moyen-Orient dans son ensemble. De nouvelles routes maritimes sont en cours de développement pour contourner l'Iran. De nouveaux oléoducs sont en construction pour transporter le pétrole par voie terrestre plutôt que par des points d'étranglement que l'Iran peut bloquer. De nouveaux corridors économiques sont créés pour relier l'Arabie saoudite au reste du monde sans passer par les eaux contrôlées par l'Iran. Ils se préparent à toutes les éventualités, mais ils ne misent pas sur un seul scénario, y compris l'alliance militaire pour dissuader l'Iran si l'Iran reste puissant. Ils construisent l'infrastructure pour contourner l'Iran si l'Iran reste aux commandes mais demeure hostile. Et ils placent leurs dirigeants en position de prendre le pouvoir si l'Iran venait réellement à tomber. L'Arabie saoudite construit 3 futurs différents en même temps. Mais même si cela semble positif, souvenez-vous que ce sont des ennemis de l'Occident qui sont en train d'être renforcés. C'est un nouvel ennemi, plus sophistiqué, un ennemi qui prétend être ami, allié, aligné avec l'Occident, mais qui en réalité en est très loin. La ministre de la Défense du Pakistan n'a pas profité de la signature de cet accord pour parler de la défense contre l'Iran. Elle l'a utilisé pour attaquer directement Israël, bien sûr. Elle les a qualifiés d'illégitimes et de produits de la déclaration Balfour et a appelé les musulmans à former un front militaire uni contre Israël. Elle a déclaré: tant que la question palestinienne ne sera pas définitivement résolue, le monde islamique doit leur faire face uni. Vous voyez, la véritable nature de cet accord commence à se révéler. Et les discours, c'est une chose, mais ce sont aussi les actions qui suivent qui sont importantes, car ils ne plaisantent vraiment pas. Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a déclaré que l'accord est techniquement identique à l'article 5 de l'OTAN, la clause de défense mutuelle. Il a dit qu'il formerait des comités ministériels similaires à ceux de l'OTAN. Il a dit qu'un secrétaire général serait basé en Arabie saoudite. Il a dit que l'Égypte pourrait potentiellement rejoindre une fois les questions techniques résolues.
Il a dit que l'accord ne visait pas l'Iran, mais qu'il était axé sur la sécurité de la mer Rouge et la lutte contre les attaques des Houthis. Les Houthis sont, bien sûr, sous l'influence de l'Iran. Ils travaillent à la mise en place de ce dispositif. Oui, ce n'est pas encore réellement opérationnel, mais c'est l'objectif. Encore une fois, écoutez le sous-texte, car ils veulent que vous vous concentriez sur les mauvaises questions. Le Pakistan indique que ce pacte, bien qu'il soit présenté comme défensif, est en réalité fondamentalement anti-Israël et anti-occidental. Le timing est intéressant maintenant que Donald Trump a annoncé que l'obtention de capacités nucléaires par l'Arabie saoudite dépend de leur adhésion aux accords. Non, ce n'est pas un hasard. La Turquie non plus n'hésite pas à afficher sa position sur Israël ou sur l'Occident en général. La Turquie, en tant que membre de l'OTAN, participe à la création d'un cadre de sécurité explicitement distinct de l'OTAN, avec sa propre structure de commandement et son propre appareil de prise de décision. Permettez-moi d'être très clair. L'Alliance occidentale inclut désormais un pays qui non seulement s'est exprimé ouvertement contre l'Occident, mais qui construit aussi des structures militaires séparées avec des pays qui se positionnent explicitement contre Israël. Et vous savez tous qu'Israël représente l'Occident. La Turquie est présente dans les deux camps en même temps. Le Pakistan fait de même. Il joue la Chine contre les États-Unis. Et je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que les amis de l'Arabie saoudite nous en disent long sur l'Arabie saoudite. Je veux dire, si vous voulez voir la direction qu'ils prennent, regardez simplement le récent conflit avec les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont clairement affiché leur orientation, leur lien avec l'Occident, avec Israël, leur soutien, et l'Arabie saoudite est maintenant en guerre contre eux. Cela nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Cet accord n'oblige légalement personne à faire quoi que ce soit. Ce genre de pacte prend des années avant de permettre de développer une capacité opérationnelle réelle, mais c'est pas non plus très loin. La Turquie a déjà des relations militaires avec les deux pays. Le Pakistan a déployé des milliers de soldats en Arabie saoudite. Ils ont déjà des liens de défense existants. L'annonce ne crée pas ces liens, mais elle les officialise et indique qu'ils peuvent et vont s'étendre. Si ces trois pays mettent réellement en place des structures de commandement intégrées, un système de partage du renseignement et des mécanismes de réponse coordonnés, alors on se retrouve face à une alliance militaire explicitement anti-Iran à court terme, mais explicitement anti-Israël et anti-domination occidentale à long terme, dirigée par la Turquie, qui fait en même temps partie de l'OTAN, ce qui rend les choses vraiment compliquées à gérer avec eux. Oui, bien sûr, cela pourrait être entièrement performatif, une façon pour eux de montrer à quel point ils sont forts alors qu'en réalité, ils ont peur. Une manière de signaler leur force à l'Iran sans qu'il y ait de véritable substance derrière. Mais l'essentiel de cette annonce réside dans le sous-texte de la manière dont ils se positionnent pour l'avenir. Les détails techniques de ce qu'ils font sont moins importants. Même s'ils ne déclarent pas publiquement les véritables raisons du pacte de la Mecque, elles sont assez évidentes. Bien sûr, l'annonce officielle et la raison invoquée sont que, même s'ils rechignent à l'admettre, la peur de l'Iran est réelle et essayer de dissuader de nouvelles attaques en ce moment est une priorité. Et c'est légitime, n'est-ce pas? Il y a aussi la préparation des infrastructures pour contourner l'Iran si ce conflit devient une impasse à long terme, ce qui est une priorité. Se couvrir pour l'avenir et sécuriser leurs alliances est tout à fait logique. Mais la raison qui est en réalité la plus importante, et celle qu'ils ne disent pas, c'est que les trois pays se préparent à l'éventualité que la puissance de l'Iran continue de décliner. Et ils veulent s'assurer que, lorsque cela arrivera, l'Arabie saoudite et ses alliés, et non l'Iran ni l'Occident, soient les pays qui prennent la place qu'ils veulent contrôler. L'ère où une seule puissance contrôlait le Moyen-Orient touche à sa fin. Les États-Unis passent d'un rôle de garant dans cette région à celui d'ordinateur, et les puissances du Moyen-Orient construisent leurs propres architectures de sécurité. Elles diversifient leurs relations, construisent des infrastructures parallèles et se positionnent pour plusieurs futurs possibles. Les puissances régionales apprennent à survivre sans dépendre d'un seul garant extérieur. Et elles travailleront avec l'Occident, mais elles travailleront aussi avec la Chine, elles travailleront avec la Russie, elles travailleront entre elles. Mais elles ne dépendront d'aucun d'eux exclusivement, ce qui fait d'elles des partenaires très dangereux. Que ce pacte devienne réellement opérationnel, qu'il implique une véritable coordination militaire, que le rôle de la Turquie complique la situation de l'OTAN, ce sont des choses à surveiller au cours des 2 à 3 prochaines années. Les pays du Moyen-Orient se dirigent vers une plus grande indépendance, mais aussi vers plus de pouvoir et de contrôle. Même si cela peut sembler positif, il ne faut jamais oublier quel est le but de tout cela, ce qu'ils croient, quel est leur rôle dans le monde en tant qu'islamistes. Et même si les alliances occidentales leur ont été utiles pendant longtemps, il se peut que nous entrions dans une période où cela ne sera plus vrai. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, occidentaux, qui observons cette situation? Eh bien, cela nous rappelle que l'intervention des États-Unis dans cette région n'est pas une idée complètement stupide, contrairement à ce que les médias voudraient vous faire croire, mais que l'importance de montrer de la force et de la dissuasion au Moyen-Orient ne concerne plus seulement l'Iran. Il s'agit de l'avenir. Et tandis qu'Israël a Dieu de son côté, alors que ces pays s'éloignent du soutien américain pour se tourner vers l'autoprotection, il est clair qu'Israël doit en faire autant et rester extrêmement vigilant, en se rappelant que l'Iran a peut-être été une grande menace, mais qu'il y en a d'autres aussi. Je suis Ir Yerke et je vous dis à la prochaine fois.